Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de cette série intitulée « Plonger dans l'univers d'un roman ». Dans la première vidéo de cette série, nous avions vu comment, il y a 26 ans, j'avais décidé de créer un projet de jeu vidéo. Alors, comment celui-ci s'est-il transformé en roman? Laissez-moi donc vous raconter la suite de cette aventure. Mais avant cela, envoyez le générique. Tout d'abord, il m'a fallu penser à la raison d'être du jeu que je voulais créer. Pourquoi y jouerait-on? Dès le début, mon jeu devait combler deux lacunes des jeux de l'époque. Pour cela, mon jeu devait être tout d'abord plusieurs jeux en un. Ensuite, il devait pouvoir s'adapter au joueur pour que celui-ci ait la meilleure expérience possible lors d'une partie. Je me suis alors posé cette question. Pourquoi faut-il acheter plusieurs jeux pour avoir le droit à un jeu d'aventure, d'action et de course? Pourquoi ne pouvait-on pas avoir un jeu qui fasse tout? Les jeux à mon époque semblaient si cloisonnés. Rappelons tout de même que nous sommes à la fin des années 90. Et pourquoi la difficulté dans un jeu était-elle la même pour tous les joueurs, quel que soit leur niveau? C'était aux joueurs de s'adapter au niveau de difficulté du jeu en progressant, plutôt que l'inverse. Je trouvais cela illogique. Et pour un joueur aussi nul que moi, je devais me résoudre à ne jamais pouvoir finir certains jeux. Ma solution fut donc de vouloir créer 4 jeux en un. Pour cela, le joueur pourrait donc prendre la forme de 4 créatures différentes qu'il choisirait suivant la circonstance. Il y aurait donc une créature pour plus d'aventure, une pour plus d'action, une pour plus de vitesse, et une dernière qui battrait tous les obstacles sans grande difficulté pour les joueurs comme moi. Comme je souhaitais me consacrer au scénario, à la jouabilité et à la cohérence des personnages pour mon projet, j'ai donc travaillé avec un illustrateur, un informaticien et un musicien. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont partagé leur passion avec moi, ce qui a permis de rendre ce projet très agréable. Pour faire exister ce projet, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle la Bible du jeu vidéo. C'est un gros document qui peut faire plusieurs centaines de pages, qui présente les mécaniques du jeu et le scénario, où on décrit les personnages, les lieux à visiter, les scènes cinématiques, les objets avec lesquels on peut interagir, et où sont retranscrits également certains des dialogues. Il faut préciser qu'il n'y a rien de blasphématoire à appeler ce document la Bible du jeu vidéo, puisqu'il faut penser à ce mot sous sa forme étymologique première, celle d'un ensemble de livres ou d'une bibliothèque. Pour les équipes qui travaillent sur d'aussi gros projets, la Bible devient alors une sorte de boussole qui leur permet de ne jamais perdre le cap, et qui leur permet également d'évaluer la progression lors d'une production. Lorsque des studios de production utilisent donc ce document pour persuader des grands éditeurs que leur projet est viable, on imagine aisément qu'ils font tout particulièrement attention à la présentation de celui-ci et qu'il soit haut en couleur et bien fourni. Imaginez donc la surprise de grands éditeurs comme Ubisoft, Cryo ou Sony lorsque j'arrivais chez eux avec mon sac en plastique d'où je sortais un classeur rempli de 250 pages en noir et blanc tout fraîchement sorti de mon imprimante jet d'encre. Je suis d'autant plus reconnaissant aux scénaristes et chefs de projet de ces grandes maisons d'édition qui m'ont fait bon accueil et qui ont su avec bienveillance me prodiguer des conseils pour améliorer la qualité de mon projet. Comme le projet était en perpétuelle évolution, cela commençait à devenir cher pour moi de pouvoir mettre la Bible du jeu vidéo à jour. J'en ai alors parlé au programmeur de mon groupe qui m'a suggéré de mettre ces pages sous forme web. Je lui ai alors rétorqué que les pages web c'était pour internet. Mais il m'a rassuré en me disant que pas forcément. On pouvait mettre celle-ci sur un CD, qu'on pouvait ainsi donner à un éditeur lors d'une visite. Et c'est ainsi que j'ai créé les premières pages web pour ce projet, tout d'abord en les gravant sur CD, puis en les plaçant sur internet directement. Comme je ne pouvais pas me permettre d'acheter un logiciel professionnel comme Dreamweaver, j'ai donc décidé de créer ces pages-là en langage HTML directement, ce qui m'a bien servi d'ailleurs par la suite. Mon jeu vidéo portait alors le nom d'Acrif. C'était le nom d'une des créatures qu'on utilisait dans le jeu, si l'on voulait avoir plus d'aventures. Mais en plus de cela, j'ai voulu nommer aussi l'univers entier dans lequel tout se passait, et je l'ai nommé Parallax. Mais qu'est-ce que Parallax? Ou plus précisément, une erreur de Parallax. Laissez-moi vous l'illustrer. Imaginez que sur ce dessin,
je veuille mesurer ce trait. Tant que la règle est bien plaquée sur le papier, je lis 4 cm 5, quel que soit l'endroit où je me trouve. Mais à présent, si je n'y prends pas garde et que ma règle est légèrement au-dessus du papier, si je suis à gauche, j'aurai l'impression que le trait n'atteint pas 4 cm 5, et si je suis à droite, qu'il ne démarre pas de 0. Je vous livre également la définition du dictionnaire Larousse. Erreur de parallaxe sur un instrument de mesure, erreur résultant de ce que le rayon visuel n'est pas normal à la surface graduée. Et cela allait bien avec mon univers, puisque je souhaitais vraiment que les personnes se rendent compte de la différence de ressenti suivant l'angle par lequel on abordait mon récit. J'ai alors appris la 3D pour créer des images qui illustreraient la Bible du projet. J'ai également appris la 3D temps réel avec des outils comme VirTools pour pouvoir créer des ébauches des environnements dans lesquels on évoluerait. Et pour améliorer la qualité de mon écriture, j'étais très heureux de participer à une formation à l'espace scénario. Grâce aux efforts de toute l'équipe, le projet a gagné un prix au concours de la compagnie VirTools, alors éditrice de logiciels de 3D temps réel pour la conception de jeux vidéo. Nous avons également remporté un prix Cyberdéfi, un organisme gouvernemental favorisant la création d'œuvres informatiques chez les jeunes. Début 2000, j'ai émigré à Londres et malheureusement, comme je n'avais pas trouvé d'éditeur pour mon projet, il s'est arrêté là. Mais comme j'avais pris goût à l'écriture, j'ai quand même continué à écrire, mais sous forme de poèmes cette fois-ci. Je vous avouerai que j'étais tout de même un peu triste que tout ce projet, pour lequel j'avais travaillé dur, restait cloisonné à la Bible du jeu vidéo, ou enfermé dans ma tête. Vers 2008, je me suis donc demandé comment redonner vie à ce projet. De plus, malgré la grande avancée des outils de 3D temps réel qui devenaient de plus en plus intuitifs, je ne me voyais pas remplacer une équipe à moi tout seul. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la meilleure manière de redonner vie à cet univers était d'en faire un roman. Je m'imaginais déjà en train de coucher par écrit les péripéties de Virgile et Cléa, les protagonistes de mon univers, afin de faire découvrir leurs aventures au reste du monde. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est combien d'années j'allais m'échiner à cette tâche avant d'obtenir un résultat que je jugerais satisfaisant. L'aurais-je su alors? Cela m'aurait-il découragé de m'y atteler? Je ne saurais le dire. Mais en fin de compte, je suis content de n'en avoir rien su. J'ai incorporé au texte certaines de mes poésies changées en prose, ainsi que certains de mes récits poétiques. J'ai décidé de placer au-dessus de chaque titre de chapitre une illustration en forme de médaillon. L'avantage étant que lorsque j'étais en panne d'énergie pour écrire ou corriger mon roman, je pouvais toujours créer des illustrations provenant de son univers, ce qui me donnait l'impression quand même que le projet avançait. Et puis dernièrement, j'ai animé ces images 3D pour les placer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cela a parfois été aussi un piège, comme lorsque j'ai travaillé mes illustrations pendant toute une année sans toucher mon texte une seule fois. Quoi qu'il en soit, que ce soit par mes écrits ou mes illustrations, j'étais tout de même heureux de faire revivre mon univers de cette manière. Je suis revenu en France en 2017 et il m'aura fallu une quinzaine d'années donc pour finaliser mon roman. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de votre écoute. La prochaine fois, je vous parlerai des influences, parfois évidentes, parfois très surprenantes, qui ont nourri mon imaginaire et ma réflexion pendant toutes ces années d'écriture. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.